une étrange maladie menace la vie de 3 jeunes femmes. Sous l'effet de ce mal mystérieux, leur système immunitaire se retourne contre leur propre organisme et provoque des douleurs atroces. La panique gagne la population à mesure que les victimes se multiplient. On compte bientôt des centaines de malades et des dizaines de morts. Tandis que les médecins tentent l'impossible, les autorités sanitaires s'efforcent de trouver l'origine de ce mal mystérieux. Dans un centre sportif de Santa Fe, au Nouveau Mexique, Bonnie Bishop entame son entraînement quotidien par quelques longueurs dans la piscine. À 39 ans, elle est en parfaite condition physique. Cette joueuse de tennis semi-professionnelle s'impose des entraînements réguliers et intensifs. Mais depuis quelque temps, elle se sent fatiguée. Ses muscles sont endoloris. Elle espère que la natation réussira à la dégourdir un peu. Au milieu de la piscine, elle est soudain victime d'un malaise. Une douleur fulgurante lui vrille tout le corps. Paralysée par la souffrance, elle lutte contre la noyade. Elle parvient à grand-peine à gagner le bord de la piscine. Bonnie est terrifiée. C'est la première fois qu'une telle chose lui arrive. « 24 heures plus tard, la douleur est encore là. Bonnie est une jeune femme en parfaite santé et pourtant, tout mouvement, même la marche, lui cause d'atroces souffrances. Son médecin est perplexe. Bien qu'elle ait une légère fièvre, l'auscultation ne révèle rien qui puisse expliquer ses symptômes. Il lui prescrit un bilan sanguin complet pour rechercher une éventuelle infection. Au laboratoire de l'hôpital, les analyses sanguines révèlent un taux anormalement élevé d'éosinophiles, un certain type de globules blancs. La maladie porte le nom d'éosinophilie. Les éosinophiles font partie du système immunitaire de l'organisme. En présence de certaines infections, ils se multiplient pour les combattre. Un taux d'éosinophiles normal se situe entre 0 et 500 cellules par millimètre cube de sang. Mais le sang de Bonnie affiche un chiffre supérieur à 6000, ce qui peut indiquer la présence d'un cancer. Les parents de la jeune femme sont anéantis. Murray et Jackie Bishop sont très proches de leur fille, dont ils admirent les capacités athlétiques. Elle pratiquait beaucoup de sports de plein air, la bicyclette, la planche à voile. Elle a toujours eu une vie très active. Le 10 octobre, Bonnie est admise à l'hôpital St. Vincent de Santa Fe. L'oncologue William Blevins l'examine. Ce spécialiste du cancer compatit avec beaucoup d'humanité aux souffrances que traversent ses patients. Les organes réagissent à un processus inflammatoire qui fait l'effet d'une espèce de rage de dents irradiant dans tout le corps. C'est une douleur insoutenable.
Cela s'accompagne d'un mauvais état général. Le malade s'affaiblit et ses forces l'abandonnent. Le médecin soumet Bonnie à une série d'examens pour tenter d'identifier la cause de son éosinophilie. Jackie Bishop est au supplice de voir sa fille souffrir autant. On lui a fait des examens du foie, des radios, des prises de sang. On lui a tout fait parce que personne ne comprenait ce qu'elle avait et elle allait de plus en plus mal. Bonnie est soumise à une batterie de tests. Les médecins passent en revue toutes les causes possibles d'éosinophilie, de l'asthme aux allergies, en passant par les maladies parasitaires. Mais les examens se révèlent négatifs. Les médecins craignent que Bonnie ne soit atteinte de leucémie, un cancer du sang. Son père, Murray Bishop, est horrifié en apprenant la nouvelle. Je savais qu'elle souffrait, mais quand il a parlé de leucémie, j'ai eu une peur bleue parce que mon meilleur ami et collègue de travail était mort de leucémie. Une équipe de spécialistes est appelée au chevet de Bonnie. 72 heures après son admission à l'hôpital, elle est dans un état critique. Ses poumons se remplissaient de liquide. Elle respirait avec difficulté. Elle avait le souffle court et cherchait sa respiration. Son corps gonflait, son abdomen était gorgé de fluide et son foie avait cessé de fonctionner. Bientôt, Bonnie n'arrive plus à respirer car le gonflement comprime ses voies aériennes. Les médecins la mettent sous oxygène, mais le temps presse. Ils doivent drainer le liquide qui s'accumule dans l'organisme de Bonnie. L'unique façon de soulager la pression est d'opérer. Les chirurgiens espèrent qu'ils pourront du même coup découvrir la cause de son mal mystérieux. Si elle est effectivement atteinte d'un cancer, peut-être trouveront-ils des tumeurs qui ont échappé à la radiographie. La procédure est risquée. Bonnie est si faible que les médecins craignent qu'elle ne survive pas à l'intervention. Pendant les 2 heures qui suivent, les chirurgiens vont drainer près de 4 litres de liquide. Il n'y a pas de tumeur visible. Les chirurgiens procèdent aussi à des biopsies de la moelle, du foie, des intestins et des ovaires qui seront analysés plus tard en laboratoire. Pour les parents, l'interminable attente se poursuit. Les médecins doivent attendre les résultats de laboratoire avant de pouvoir identifier ce qui menace la vie de Bonnie. Un pathologiste examine les prélèvements. Il ne trouve pas de traces de leucémie. Mais s'il n'y a pas de cancer, comment expliquer le taux aussi élevé de globules blancs? Au microscope, les éosinophiles apparaissent sous la forme de pois de couleur mauve. Ils ont totalement envahi les muscles et les organes de Bonnie. Tant que les médecins ignorent ce qui provoque sa maladie, ils ne peuvent traiter que les symptômes. Pour réduire l'inflammation et le gonflement, le Dr Blevins lui administre des doses massives de prednisone, un puissant stéroïde. Il espère ainsi soulager la douleur musculaire et faire baisser le taux d'éosinophile de sa patiente. Blevins n'a cependant aucune certitude quant à l'efficacité des stéroïdes. Il estime qu'il doit préparer sa patiente au pire. Bonnie allait très mal. Je n'étais pas sûr qu'elle réagirait favorablement au traitement. Je lui ai dit qu'elle risquait de mourir, et c'est une chose difficile à annoncer. Si Bonnie ne réagit pas au traitement stéroïdien, il faudra l'opérer à nouveau, et elle est trop faible pour supporter une nouvelle intervention.
La jeune femme est à l'agonie et Blevins ne sait toujours pas de quoi elle souffre. À ce stade, il envisage toutes les hypothèses, même les plus improbables. Et si la maladie de Bonnie était due à quelque chose qui provient de son environnement? J'ai pensé que c'était peut-être lié à son environnement ou sa vie quotidienne, à une substance qu'elle aurait consommée ou à laquelle elle aurait été exposée. Blevins demande à Jackie Bishop de lui apporter tous les médicaments que prend sa fille. Elle y ajoute des flacons de suppléments nutritionnels qu'elle a trouvés dans l'armoire à pharmacie de Bonnie. Le lendemain, elle se rend chez le docteur Blevins. Bonnie prend des multivitamines et un supplément nutritionnel appelé L-tryptophane. Dans les magasins de produits diététiques, la L-tryptophane est vendue comme inducteur de sommeil naturel. C'est un dérivé de protéines animales, comme le poisson, la viande et les produits laitiers. Je n'étais pas sûr que c'était ce produit qui était en cause. C'est un acide aminé essentiel qui est en principe inoffensif pour l'organisme. C'est le constituant des protéines. C'est de ça que nous sommes fabriqués. Aux États-Unis, ce supplément nutritionnel s'achète sans ordonnance depuis 10 ans. Aucun effet secondaire grave n'a jamais été signalé. Il est peu probable qu'il soit à l'origine des troubles de Bonnie, pas plus que les vitamines. Blevins n'est guère plus avancé. En octobre 1989, au Nouveau Mexique, une femme terrassée par une douleur fulgurante manque de se noyer dans une piscine. Les médecins s'efforcent de la maintenir en vie, mais la cause de sa maladie leur échappe. Le mystère s'épaissit quand un autre cas se déclare dans la ville voisine de Los Alamos. Cathy Lorio, 43 ans, se plaint à son médecin de douleurs musculaires intolérables. Les analyses sanguines révèlent que son taux d'éosinophile bat tous les records. Heureusement, le médecin de Cathy a entendu parler du cas de Bonnie Bishop. Il reconnaît les mêmes symptômes chez sa patiente. D'abord, mon cœur s'est mis à battre la chamade au milieu de la nuit. Il tapait contre ma cage thoracique. Je ne comprenais pas ce que j'avais. Ça m'a réveillée brusquement en pleine nuit. Et en même temps, j'avais des douleurs musculaires aux extrémités. Quand Cathy arrive chez le médecin, la douleur musculaire et articulaire est intolérable. Mes symptômes n'ont pas cessé de s'aggraver, ainsi que mes douleurs aux extrémités, depuis mes chevilles jusqu'au sommet de ma tête. La douleur sourde s'est transformée en sensation de brûlure, comme si de l'acide circulait sous ma peau. Je n'arrivais pas à fermer l'œil. J'ai dû passer au moins 3 semaines sans dormir plus de 5 minutes à la fois. Tout comme Bonnie Bishop, Cathy Lorio a tenté de soulager ses insomnies avec de la L-tryptophane. Les deux femmes ont-elles avalé à leur insu une substance toxique? Si c'est le cas, elles ne sont pas les seules. J'ai reçu un appel d'un médecin du Centre médical des femmes dont une des patientes présentait un taux élevé d'éosinophile et des douleurs musculaires. Je lui ai dit, demandez-lui si elle prend de la L-tryptophane. On a effectivement découvert qu'elle en prenait. On avait donc 3 cas sur les bras. L'état de Bonnie Bishop continue de se détériorer. Blevins doit se rendre à l'évidence. Il s'agit d'une épidémie. Il contacte le bureau de la santé du Nouveau Mexique et on transmet les informations au docteur Millicent Eidson, qui dirige le service d'épidémiologie environnementale. Si le coupable est bien ce supplément nutritionnel, des centaines de milliers de gens ont pu être touchés. Millicent Eidson est préoccupée par la situation. Elle est confrontée à l'un des pires scénarios épidémiques possibles. La plupart des épidémies que nous connaissons, comme la salmonellose ou l'infection à E. coli, sont d'origine alimentaire et donc beaucoup plus faciles à traiter parce qu'on les connaît. Mais là, c'était une pathologie totalement nouvelle.
L'étrangeté des symptômes ne facilite pas la tâche des autorités sanitaires. On ne pouvait faire aucune analyse biologique pour trouver la cause de la maladie et le point commun entre ces patientes. Le mystère n'en était donc que plus dense. On s'est alors mis à chercher d'autres cas. Millicent Eidson alerte les cliniques, les hôpitaux et les autres bureaux de la santé. Elle veut savoir si la maladie se propage, et si oui, à quel rythme. L'étrange maladie suscite la curiosité de Tamar Steber, journaliste médicale au Albuquerque Journal. Quelqu'un m'a dit qu'elle connaissait une femme qui avait une grippe très bizarre, avec des symptômes atypiques assez graves, mais qui n'avait rien à voir avec une grippe ordinaire. Elle ajoutait qu'elle prenait de la L-tryptophane et elle se demandait s'il pouvait s'agir de la même maladie. Les recherches de la journaliste la conduisent vers le docteur William Blevins. Je lui ai dit ce que je savais. Pour moi, il était impératif de faire savoir à la population que la L-tryptophane était susceptible de provoquer une maladie potentiellement mortelle. Tamar Steber est convaincue d'être tombée sur une véritable histoire d'horreur, une épidémie foudroyant des femmes dans la fleur de l'âge. Les symptômes étaient tellement nombreux et aberrants. Les patientes avaient tout un taux de globules blancs astronomique. C'était très inhabituel. Je savais que j'avais un sujet de reportage. Le 7 novembre, 3 semaines après l'admission de Bonnie Bishop à l'hôpital, l'article paraît dans l'Albuquerque Journal. Le même jour, Judy Paulson et son mari décollent d'Albuquerque pour se rendre à la clinique Mayo au Minnesota. Judy souffre aussi de douleurs musculaires intenses. Ses médecins n'étant pas parvenus à diagnostiquer ses symptômes, elle espère que les spécialistes de la clinique Mayo pourront l'aider. Dans l'avion, elle tombe sur l'article de Tamar Steber. Ce sont les mots « rare maladie du sang » et « L-tryptophane » qui m'ont sauté aux yeux. En lisant, je me suis rendu compte que les 3 patientes du Nouveau Mexique présentaient les mêmes symptômes que moi et que mon seul point commun avec elles était la L-tryptophane. Je me suis dit, c'est moi la 4e patiente. Dès l'atterrissage, Judy contacte Tamar Steber pour lui dire qu'elle prend de la L-tryptophane 3 fois par semaine depuis des mois. Je voulais qu'elle sache qu'elle avait mis le doigt sur quelque chose. J'étais soulagée parce que je croyais enfin qu'il y avait peut-être une solution à mes problèmes de santé. Tous les médecins que j'avais consultés auparavant m'avaient dit « On ne sait pas, ça peut être ceci, ça peut être cela. » Judy Paulson n'est pas seule dans ce cas. À travers tout l'État, des gens réagissent à l'article de Tamar Steber. Des centaines d'appels affluent au bureau de la santé du Nouveau Mexique. 9 femmes font état de symptômes identiques aux 3 premiers cas, portant le total à 12. Il y a des malades dans tout l'État. L'épidémie semble prendre de l'ampleur. Le docteur Eidson et son équipe doivent intensifier leurs recherches. On s'est rendu compte que ça pouvait vraiment déboucher sur une épidémie majeure, qu'on ne voyait peut-être que la partie émergée d'un énorme iceberg. Et ça nous a poussé à mettre les bouchées doubles sur cette enquête. Que l'épidémie soit due à la L-tryptophane ou à autre chose, il fallait absolument trouver ce que c'était le plus vite possible pour préserver la santé publique. Mais pour incriminer la L-tryptophane, Millicent Eidson doit d'abord étayer ses soupçons. Il était essentiel de procéder à une étude épidémiologique rigoureuse, car c'était une nouvelle maladie dont on ignorait l'ampleur. Le produit était vendu dans le monde entier, ce qui signifiait que des dizaines de milliers de gens pouvaient y avoir été exposés. S'agit-il d'une épidémie mondiale s'attaquant aux femmes? La perspective est terrifiante. Le docteur Eidson alerte le CDC, le Centre de Contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta.
Le docteur Ed Kilbourne, qui dirige le département santé et environnement du CDC, prend l'affaire en main. On nous a dit que l'épidémie était peut-être liée à la L-tryptophane, mais une observation clinique de quelques cas ne vaut pas une véritable étude épidémiologique et celle-ci était indispensable. Henry, need a word. Just got the call on the eosinophilia cases in New Mexico. Dr. Eidson, they're trying to sort out duplications right now, get an exact case count. It's hit the papers out there. We're starting to hear about cases, perhaps. Avant de prendre la moindre décision concernant l'épidémie, le CDC doit trouver des preuves incontestables qu'il existe un lien entre les victimes et la prise de L-tryptophane. De concert avec Millicent Eidson et son équipe, le CDC commence alors une étude de cas témoins. Il s'agit de comparer les malades à un groupe témoin de sujets en bonne santé. Les enquêteurs espèrent trouver rapidement la cause de la maladie. On a envoyé, dans les laboratoires des hôpitaux, des équipes pour éplucher des dizaines de milliers de dossiers à la recherche de taux d'éosinophiles élevés. Tous les cas présentant un taux d'éosinophile supérieur à 2000 au cours des 6 derniers mois sont étudiés. Les patients souffrant d'éosinophilie provoquée par des allergies ou des affections parasitaires sont exclus de l'étude. En travaillant d'arrache-pied, les agents de santé finissent par isoler 11 cas. Ils se rendent ensuite dans les quartiers des patientes à la recherche de femmes d'âge similaire qui ne sont pas tombées malades. Celles-ci constitueront le groupe témoin de l'étude. Ces femmes étaient comparables aux malades. Elles avaient des logements, des statuts socio-économiques et des modes de vie équivalents, mais elles étaient toutes en bonne santé. On a posé les mêmes questions aux malades, puis à leurs voisines bien portantes. Ensuite, on a comparé les réponses pour voir s'il y avait des différences susceptibles d'expliquer la maladie. C'est un processus long et pénible. Il faudra plusieurs jours pour recueillir toutes les informations et analyser les résultats. Depuis son bureau du CDC d'Atlanta, Ed Kilbourne envoie un bulletin d'alerte à tous les bureaux de la santé des États-Unis. Il doit recueillir des données supplémentaires pour déterminer si l'épidémie est nationale ou si elle est circonscrite au Nouveau Mexique. Il veut aussi découvrir pourquoi elle semble s'attaquer uniquement aux femmes. Pendant que les responsables de la santé publique du gouvernement fédéral et ceux des divers États américains organisent la bataille, de nouveaux cas se déclarent au Nouveau Mexique. Au Nouveau Mexique, une dizaine de jeunes femmes sont victimes d'éosinophilie. Sous l'effet de cette maladie rare du sang, le système immunitaire se retourne contre l'organisme du sujet porteur. À mesure que la maladie progresse, elle entraîne une paralysie du système nerveux de la victime. Dans les cas extrêmes, les patients risquent l'arrêt cardiaque. Toutes les victimes ont consommé de la L-tryptophane. Cet acide aminé est couramment utilisé comme remède naturel contre l'insomnie, le syndrome prémenstruel et la dépression. Les médecins se demandent comment un supplément nutritionnel en vente libre peut brusquement se révéler aussi toxique. Les autorités sanitaires effectuent des études de cas pour déterminer si la L-tryptophane est bien à l'origine de l'épidémie. Au CDC, le docteur Ed Kilbourne tente d'en mesurer l'ampleur. Il diffuse une alerte nationale sur EpiNet, une base de données vouée à la santé publique. Ses pires craintes se confirment.
We started to find there were numerous reports in other cases. On a découvert l'existence de nombreux cas. Et très vite, il s'est avéré que le problème était national. À mesure que surviennent de nouveaux cas, les médecins font une découverte surprenante. Des hommes sont frappés à leur tour. Des centaines de cas se déclarent dans tout le pays. Tamar Steber, la journaliste médicale du Albuquerque Journal, qui a révélé l'épidémie au grand public, poursuit la couverture de l'événement. J'ai entendu parler de cas dans d'autres États et ça a commencé à se répandre dans tout le pays. Je n'avais pas encore mesuré l'ampleur du phénomène. J'écrivais mes articles sur une base quotidienne, mais chaque jour, sa progression était exponentielle. La journaliste apprend par les agents de santé que de nombreux cas se sont aussi déclarés au Minnesota. Quelques jours après la diffusion du bulletin d'alerte sur Épinette, le docteur Edward Belongia du Bureau de la santé de cet État est saisi de 4 cas d'éosinophilie. C'était un combat entre nous et cette mystérieuse maladie. Nous devions coûte que coûte en trouver la cause car des gens étaient en danger de mort. Comme leurs homologues du Nouveau Mexique, les épidémiologistes du Minnesota pensent qu'il existe un lien entre la L-tryptophane et les malades. Mais en l'absence de preuves scientifiques, cela reste une hypothèse. Si la responsable était vraiment la L-tryptophane, il fallait le prouver le plus vite possible pour pouvoir la retirer du marché. Plus on attendait, plus elle continuerait d'être vendue dans les épiceries et les magasins de produits diététiques et plus il y aurait de malades. Pour les autorités sanitaires du Nouveau Mexique et du Minnesota, l'étape suivante va dépendre des résultats des études épidémiologiques. À Santa Fe, les agents de santé travaillent 24 heures sur 24 pour boucler leur étude en à peine 4 jours. Le docteur Hudson présente les résultats le dimanche 12 novembre au soir. On a découvert que les sujets atteints avaient tous consommé de la L-tryptophane avant leur maladie. Alors que sur les 22 sujets en bonne santé, 2 seulement en avaient pris au cours de la même période. Cet écart statistique était très significatif. Ce n'était pas l'effet du hasard. Le lundi matin, le Bureau de la santé du Nouveau Mexique publie une directive de santé publique interdisant la vente de L-tryptophane. Les flacons sont retirés du marché. 4 jours plus tard, la FDA interdit la vente et l'étalage de L-tryptophane dans le reste du pays. Elle ordonne aussi un rappel du produit et préconise à tout consommateur de consulter son médecin. Une fois le produit retiré du marché, les autorités sanitaires espèrent avoir mis un frein à l'expansion de la maladie. C'est une maigre consolation pour les patients qui luttent entre la vie et la mort. À l'hôpital St. Vincent, Bonnie Bishop est dans un état critique. C'est la première victime de ce mal étrange et inédit. Son médecin, le cancérologue William Blevins, commence à perdre espoir. Je sentais que Bonnie risquait de mourir de ce qui provoquait son éosinophilie. Les malades peuvent continuer à se détériorer et finir par en mourir. Et Bonnie allait dans cette direction. Ses parents ne quittent pas son chevet. Ils doivent se résoudre à la cruelle éventualité de voir mourir leur fille. Pour moi, c'était impossible que quelqu'un d'aussi solide et en bonne santé puisse mourir à son âge. C'était impensable. J'ai vraiment eu très peur. Dans le pays entier, des malades luttent contre ce mal qui les ronge. Le CDC et les médecins doivent venir à bout de cette nouvelle maladie. Les médecins qui traitaient ces patients savaient qu'ils avaient affaire à une pathologie nouvelle et ils ne disposaient ni de littérature médicale ni de directives thérapeutiques. Et donc, l'annonce de tests thérapeutiques chez certains patients était la meilleure nouvelle qu'on puisse leur donner.
Les autorités sanitaires sollicitent l'aide du meilleur spécialiste de l'éosinophilie aux États-Unis, le Dr Gerald Gleick, à la fondation de la clinique Mayo. Ça a suffi à semer la panique chez les sujets atteints parce que les médecins ne connaissaient pas cette maladie et n'avaient aucune source d'information. Ils m'appelaient de tout le pays. Leurs épouses, leurs filles, leurs amis étaient touchés. Ils voulaient savoir si je pouvais les informer. Mais les connaissances sur le sujet sont maigres et les cas se multiplient. Le 16 novembre 1989, une première victime succombe à la maladie. Combien l'épidémie fera-t-elle de morts avant que les médecins n'en découvrent la cause? Plusieurs semaines après le début de l'épidémie, le docteur Belongia est loin d'avoir toutes les réponses à ces questions. Les agents du Bureau de la santé du Minnesota poursuivent leur enquête sans relâche. Cette enquête était un peu comme enlever les pelures successives d'un oignon. Chaque réponse faisait surgir 10 nouvelles questions, et à mesure qu'on approchait du cœur de l'affaire, on avait de nouvelles surprises. On demande à chaque malade quelle marque de L-tryptophane il a consommé. Nous voulions recueillir précisément les flacons que les patients avaient entamés avant de tomber malades, pour savoir par qui et comment ils avaient été fabriqués. Les patients doivent faire parvenir tous leurs flacons de L-tryptophane au Bureau de la santé du Minnesota. L'étape suivante a consisté à tenter d'en savoir plus sur la fabrication de la L-tryptophane. D'où venait-elle? Qui l'avait fabriquée? On n'en savait rien. On a dû assimiler beaucoup d'informations en un temps record. Grâce aux étiquettes, les enquêteurs apprennent que la L-tryptophane a été conditionnée par différentes firmes dans tout le pays. Mais il n'y a aucun moyen de savoir où cet acide aminé a été fabriqué. On a découvert une série de processus extrêmement complexes depuis la fabrication initiale jusqu'à la commercialisation en pharmacie ou en grande surface. Les enquêteurs répertorient 60 marques différentes de L-tryptophane. En procédant par élimination, ils ne gardent que les 12 marques consommées par les victimes. Toutes commercialisent du tryptophane brut ayant la même provenance. Une marque en particulier avait été consommée par les malades. On a réussi à remonter la filière et découvert que tout le tryptophane vendu sous cette marque était produit au Japon par une seule et même firme. À Washington, le Bureau de la santé du Minnesota organise une réunion avec des cadres de la firme japonaise qui a fabriqué la L-tryptophane. Les médecins leur font part de leur découverte. Les Japonais acceptent de donner leur entière collaboration. Ils fournissent aux agents de santé des documents détaillant ces méthodes de fabrication. La L-tryptophane n'étant pas considérée comme un médicament, sa production n'est réglementée ni au Japon ni aux États-Unis. Pour en fabriquer, on cultive une bactérie dans un milieu nutritif, puis par une série de réactions chimiques, on lui fait produire du tryptophane à l'état brut. Celui-ci est ensuite filtré, purifié et réduit en poudre. Les registres de l'entreprise indiquent que le procédé a récemment été modifié. Pour augmenter les rendements et obtenir davantage de produits actifs, on avait modifié génétiquement la bactérie en trafiquant certains de ses gènes. Ce scénario de science-fiction est pourtant le reflet de la réalité. Les médecins devront découvrir si ces modifications ont affecté la L-tryptophane.
À l'automne 1989, une maladie débilitante frappe des centaines de personnes à travers les États-Unis. Les autorités sanitaires découvrent qu'elle est provoquée par la prise de L-tryptophane, un supplément nutritionnel. Belongia veut découvrir si les modifications génétiques de la bactérie qui fabrique la L-tryptophane ont pu affecter un lot d'acides aminés. Il s'adjoint les services du docteur Arthur Maeno, du laboratoire de la clinique Mayo. Le docteur Maeno recourt à un procédé appelé CLHP, ou chromatographie liquide haute performance, qui permet d'obtenir une cartographie chimique de tout échantillon suspect de L-tryptophane. L'acide aminé est d'abord dissous dans de l'eau purifiée. La solution est ensuite injectée dans une cuve pressurisée pour en séparer les composants chimiques. Ce procédé permet de détecter toute éventuelle substance contaminante. Les résultats s'affichent sous forme d'une série de pics, dont chacun représente un oligo-élément. La chromatographie isole dans les échantillons près de 60 substances autres que le tryptophane. N'importe laquelle d'entre elles peut être le contaminant responsable de la maladie. Pour isoler la substance incriminée, Maeno travaille à l'envers. Il analyse des échantillons de L-tryptophane qui n'ont pas provoqué de maladie chez les consommateurs, puis il compare les deux séries de résultats. L'un des pics n'est présent que sur le tracé de la L-tryptophane consommée par les sujets malades. Maeno le baptise pic E, comme dans éosinophilie. Il fait part de ses résultats au Dr Gleich. Tous deux pensent que le pic E pourrait représenter le contaminant responsable de la maladie. Ils doivent maintenant déterminer sa composition chimique. Ils sentent qu'ils touchent presque au but, même si la mise au point d'un traitement est encore une perspective lointaine. Au Nouveau Mexique, les victimes ressentent de nouveaux symptômes inquiétants. Je travaillais, j'avais l'impression d'aller mieux, du moins physiquement, quand j'ai pris conscience que je n'étais plus capable de faire mon boulot. Et j'ai compris que j'allais être obligée d'arrêter. Lorsque Judy Paulson se rend compte que ses troubles de la concentration l'empêchent de fonctionner normalement, elle consulte un neurologue. L'imagerie à résonance magnétique, ou IRM, indique que la maladie a causé plusieurs lésions dans son cerveau, ce qui explique ses difficultés cognitives. Malheureusement, à ce jour, il n'existe aucun traitement. J'étais terrifiée parce que j'étais très active dans mon travail depuis des années. J'avais toujours plusieurs projets en cours. Tout à coup, je ne pouvais plus que rester chez moi en espérant que mon état s'améliore. Le CDC nomme cette nouvelle pathologie syndrome d'éosinophilie myalgie. Fin novembre, on déplore 4 morts. Et les experts craignent que le bilan ne s'alourdisse. À Santa Fe, au Nouveau Mexique, Bonnie Bishop se rétablit lentement. Après 2 semaines de traitement à la prednisone, elle reprend peu à peu des forces. Mais la maladie a tellement abîmé ses tissus musculaires que l'ancienne triathlète arrive à peine à marcher. Murray Bishop est ému par la détermination de sa fille. Le médecin lui avait permis de faire quelques pas dans le couloir de l'hôpital. Il l'avait autorisée à aller une fois jusqu'au bureau des infirmières et à revenir. Elle l'a fait 3 fois et 1h30 plus tard, elle a voulu se lever et recommencer. Les chercheurs de la clinique Mayo isolent une impureté dans la L-tryptophane qui provoque la maladie.
Il baptise cette substance PIC-E, comme sur le tracé chimique. Un échantillon de l'impureté est envoyé à la division santé et environnement du CDC. Le Dr Robert Hill, chercheur en chimie, a trouvé le même pic dans des échantillons de L-tryptophane qu'il a analysés. Isoler l'élément n'est que la première étape. Hill doit maintenant identifier les molécules qui composent la mystérieuse substance. Pour cela, il utilise un spectromètre de masse. Les résultats affichent la composition chimique de l'impureté, mais cela ne prouve pas que celle-ci est responsable du syndrome d'éosinophilie myalgie. Hill et son équipe collaborent étroitement avec les chercheurs du National Institute of Health, qui tentent vainement d'inoculer la maladie à des animaux de laboratoire. Cet échec ne signifie toutefois pas que le PIC-E n'est pas responsable du syndrome chez les humains, même si les chercheurs ne peuvent l'incriminer avec certitude. Aujourd'hui encore, la cause de la maladie demeure inconnue. Si on ne connaît ni le pourquoi ni le comment de la maladie, on peut craindre qu'un phénomène identique ou comparable survienne à nouveau quelque part. En tout, le CDC a dénombré plus de 1500 cas de syndrome d'éosinophilie myalgie. 37 personnes en sont mortes. Les autres poursuivent une longue et pénible convalescence. Sans preuve scientifique de la cause exacte du syndrome d'éosinophilie myalgie, les autorités sanitaires craignent toujours une récidive de la maladie. Tant que nous ne pourrons pas identifier avec certitude les contaminants responsables, il est fortement probable que cette maladie surviendra à nouveau et le scénario que nous avons connu se reproduira dans l'avenir. L'épidémie constitue un signal d'alarme pour les consommateurs de suppléments nutritionnels. Le syndrome d'éosinophilie myalgie doit servir de mise en garde à l'égard des suppléments nutritionnels. Ces produits ne sont soumis à aucun essai thérapeutique. Des consommateurs de L-tryptophane ont vu leur vie gâchée. Beaucoup sont morts. Le contaminant n'ayant jamais été identifié, la L-tryptophane en vente libre a été interdite aux États-Unis. Dans certains pays d'Europe, où les suppléments nutritionnels sont réglementés et leur fabrication contrôlée, elle continue d'être consommée et on ne signale aucun incident depuis des années. Bien des patients qui ont survécu à la maladie continuent d'en subir les effets. Après sa 3e IRM, Judy Paulson a appris que les lésions de son cerveau avaient cessé de progresser. Mais 13 ans plus tard, elle n'a toujours pas retrouvé sa vie d'avant. Je ne suis pas aussi active que je l'ai déjà été. Je ne supporte plus du tout le stress et je ne peux me concentrer que sur une chose à la fois. Cathy Lorio a mis beaucoup de temps à se remettre, mais elle reste optimiste. Au bout d'une année environ, j'ai pu reprendre mon travail et je crois que je m'en sors pas trop mal. Je continue à me battre. J'apprécie beaucoup plus la vie aujourd'hui et je suis reconnaissante d'être en aussi bonne forme. Le retour de Bonnie Bishop chez elle après 1 mois d'hôpital n'a pas marqué la fin de son combat contre la maladie. Personne n'a baissé les bras. Et elle moins que quiconque. C'est dans sa nature. Cela lui a pris des années, mais Bonnie a fini par retrouver sa vie d'avant. Je suis une vraie battante. Et c'est comme ça que j'ai abordé la maladie. Le fait d'avoir été une athlète m'a sans doute bien préparée, parce que je sais surmonter la douleur, ne pas me décourager et apprécier chaque progrès, si petit soit-il. 1 an après sa sortie de l'hôpital, Bonnie a repris son travail de graphiste. Cette terrible expérience lui a ouvert de nouveaux horizons.
Je suis très reconnaissante de toutes les choses merveilleuses que j'ai vécues depuis, car j'étais condamnée à mourir. Je suis heureuse d'avoir eu toutes ces années. Pour Bonnie Bishop, comme pour des centaines d'autres survivants du syndrome d'éosinophilie-myalgie, chaque jour est une nouvelle victoire sur la maladie qui a failli les emporter.